Bonjour à tous, aujourd'hui, on va parler de Socrate, et on va parler plus particulièrement de la maïeutique chez Socrate. Je me suis aperçu que depuis que je fais des vidéos, je n'ai toujours pas abordé ce concept de maïeutique et on ne peut pas prétendre animer une chaîne de philosophie sans se confronter tôt ou tard à ce concept. Petit rappel bibliographique, Socrate est un philosophe de l'Antiquité du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est parfois considéré à tort comme le fondateur de la philosophie occidentale. Je dis à tort parce qu'avant Socrate, il y avait ce qu'on appelle les présocratiques dont certains noms vous seront familiers. Par exemple Thalès, Pythagore, mais le fait qu'on les appelle les présocratiques, autrement dit, qu'on les définisse par référence à Socrate montre à quel point Socrate a été un personnage extrêmement important dans l'histoire de la philosophie occidentale, et on va voir aujourd'hui à quel point il l'a été. Socrate n'a jamais rien écrit, il professait un enseignement exclusivement oral, et tout ce que l'on connaît de sa pensée nous a été rapporté par les textes de ses disciples, au premier rang desquels Platon, l'auteur des dialogues socratiques, ce qui fait d'ailleurs qu'il est parfois difficile de différencier ce qui relève de la pensée de Platon, ou de la pensée de Socrate, mais toujours est-il que la grande majorité des textes de Platon sont des mises en scène des dialogues de Socrate. Socrate a connu une fin tragique. Il a été condamné à mort à l'âge de 70 ans, par le tribunal d'Athènes. De quoi était-il accusé? Eh bien de 3 chefs d'accusation, impiété, introduction de nouvelles divinités dans la cité, et corruption de la jeunesse. Donc les 2 premiers chefs d'inculpation concernaient la religion, et la corruption de la jeunesse. Je précise tout de suite que ça n'a rien à voir avec une affaire de mœurs. La corruption de la jeunesse, c'était le fait qu'à l'époque Athènes venait de subir une lourde défaite militaire contre Sparte, et suite à ça, il s'est agi de trouver des responsables. Il se trouve que Socrate était vu comme quelqu'un qui détournait la jeunesse de son devoir militaire, en l'encourageant à philosopher plutôt que d'aller combattre, si bien que Socrate s'est vu reprocher d'avoir été en partie responsable de cette défaite. Sur la question de l'impiété et l'introduction de nouvelles divinités, il est vrai que Socrate ne cachait pas sa divergence à l'égard de la religion traditionnelle d'Athènes, une religion polythéiste, quand Socrate lui, parlait de Dieu au singulier, une religion dont les divinités étaient célébrées par le peuple, quand Socrate lui, parlait de son daïmonde, c'est-à-dire, de sa divinité personnelle, le daïmonde étant un être divin qui n'est lié à aucune représentation, ni à aucun culte. Donc pour toutes ces raisons, Socrate passait pour un marginal. Il passait pour un marginal et sa pratique de la philosophie lui a valu quelques inimitiés. Et lorsqu'il a comparu devant le tribunal d'Athènes, il a fait ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire mettre sa rhétorique au service de la philosophie, pour tenter de démontrer son innocence, car pour lui, le seul crime qu'il avait commis, c'était d'avoir fait de son mieux pour élever les esprits à la philosophie. Mais le fait est que, lorsqu'on a proposé à Socrate de définir lui-même sa peine, lorsqu'on lui a dit que, s'il choisissait sa peine, ce serait peut-être cette peine-là à laquelle il serait condamné, Socrate n'a pas pu s'empêcher de faire de la provocation, parce qu'alors il a répondu que, sa peine devait être d'être nourri au Prytanée. Le Prytanée étant le bâtiment où siègent les membres du gouvernement, c'est un petit peu l'équivalent au palais de l'Élysée ou de l'Assemblée nationale en France, autrement dit Socrate a fait preuve d'une provocation suprême, c'est-à-dire que, alors pesait sur lui la menace d'une condamnation à mort, il n'a rien trouvé de mieux à dire que ce qu'il méritait, c'était des hommages nationaux. Ça n'a pas plu aux jurés, qui l'ont donc condamné à mort, donc tout ça est raconté dans le texte de Platon, qui s'intitule l'Apologie de Socrate, et donc Socrate a accepté son sort, il a refusé l'aide qui lui a été proposée de s'évader de prison, il a accepté de boire la ciguë, c'est-à-dire de s'empoisonner lui-même, ce qui est un moyen digne de faire ses adieux. D'ailleurs si Socrate a laissé son empreinte dans l'histoire de la philosophie, c'est en grande partie du fait de cette condamnation à mort. Socrate n'est pas simplement un philosophe, c'est aussi une icône, un symbole, c'est le symbole de celui qui est prêt à mourir pour ses idées. Socrate est mort pour que vive la philosophie.
Et d'une certaine manière, ceux qui l'ont condamné à mort, ne se sont pas rendus compte du service qu'il lui rendait, du service qu'il rendait à la philosophie, que Socrate honorait. Mais vous avez pu constater à travers cette anecdote, Socrate, c'était d'abord le roi de la provocation. La provocation faisait partie intégrante de sa méthode, de son rapport à la philosophie. Et quand je parle de provocation, je veux parler de provocation au sens littéral. Provoquer quelque chose, c'est créer les conditions pour que cette chose ait lieu. Provoquer quelque chose, c'est la faire émerger. C'est conduire à son avènement. Et donc la provocation, c'est peut-être le mot qui résume le mieux la pratique philosophique de Socrate, telle qu'elle se traduit à travers la maïeutique. Alors, comme je le disais, Socrate n'a jamais écrit aucun livre, ce n'était pas sa manière de faire de la philosophie, écrire des livres. Lui, il préférait s'exprimer par la conversation, par la discussion, par le dialogue. Il allait à la rencontre de ses concitoyens sur l'agora, et il entamait la discussion avec eux sur un sujet ou sur un autre. Et en ce moment-là, il mettait la pensée en action. Il rendait la pensée vivante à travers le dialogue, c'est-à-dire que, écrire des livres, c'est exposer une pensée figée, une pensée aboutie, ou supposément aboutie. Écrire un livre, c'est présupposer que ce qui est écrit vrai, et que le lecteur n'avait qu'à lire pour s'instruire. Autrement dit, il y a dans l'écriture philosophique quelque chose de fondement dogmatique, et le dogmatisme pour Socrate, c'est précisément l'antithèse de la philosophie. La philosophie ne peut pas être expositionnelle, elle ne peut pas être quelque chose qu'on expose, et qu'on n'aurait plus qu'à ingurgiter. Ce n'est pas ça la pensée, la nature de la pensée, c'est d'être en mouvement, c'est d'être toujours en train de se construire, en train de se créer. La pensée pour Socrate, c'est un processus, et on parlera de ça dans une nouvelle vidéo à venir et qui portera sur Platon et l'allégorie de la caverne. L'idée c'est dire qu'on ne passe pas directement de l'ignorance à la connaissance. On passe par des étapes, on passe par des stades de connaissance, et chaque stade va conduire au stade suivant, de la même façon que lorsqu'on apprend les mathématiques, on n'apprend pas directement les équations du second degré. On commence par apprendre à compter les nombres positifs et puis ensuite, on apprend à additionner les nombres, à les multiplier, à les diviser, et c'est ainsi que, d'étape en étape, on en arrive aux mathématiques complexes et abstraites. Tout apprentissage suppose des étapes, et ces étapes nécessitent du temps. Elles nécessitent de la distance vis-à-vis de ce qu'on apprend. Or pour Socrate, c'est à travers le dialogue que cette prise de distance vis-à-vis de la pensée peut avoir lieu. Et donc le dialogue apparaît comme le meilleur moyen d'accéder à la connaissance. Alors évidemment on va développer cette idée, dans cette vidéo, et j'aimerais déjà que vous retenez ceci. Pour Socrate, l'exercice de la pensée est un exercice de la pensée. L'exercice de la pensée, ça passe par la mise en pratique de la pensée. Et la mise en pratique de la pensée, c'est la formation de la pensée, c'est la verbalisation de la pensée. Autrement dit, la pensée en action, c'est la pensée qui s'exprime, c'est la pensée en mouvement à travers le dialogue. Pour Socrate, c'est le dialogue qui permet l'éclosion de la vérité. La vérité n'est pas une liste d'énoncés, une liste d'affirmations, c'est un processus par lequel on remplace nos croyances par des connaissances. Et pour y arriver, pour remplacer nos croyances par des connaissances, nous avons besoin d'un interlocuteur, nous avons besoin de quelqu'un qui va réagir à ce que l'on croit être vrai. Lorsqu'on est à penser ce que l'on pense, on n'a pas de retour sur ce que l'on pense, ce qui veut dire qu'on peut très bien tourner en boucle dans ses propres schémas de croyances, sans jamais en ressortir. Même, avec la meilleure volonté du monde, on a toujours besoin d'une référence, on a toujours besoin d'un point de vue extérieur. Le point de vue extérieur, c'est ce qui va nous permettre de faire un retour sur notre propre pensée, c'est ce qui va nous permettre d'élargir notre champ de conscience. Le temps de conscience ne peut s'élargir que par la mise en compte des points de vue extérieurs, autrement dit, par des points de vue qui ne sont pas le nôtre. Il n'y a pas de progrès de la conscience, il n'y a pas d'élévation de la conscience, s'il n'y a pas un moment ou un autre, prise en compte du point de vue d'autrui. Et le fait est que, nous ne sommes pas capables de comprendre le point de vue d'autrui,
ou d'entendre le point de vue d'autrui, si on ne s'y confronte pas, si on n'a pas concrètement affaire à autrui, dans l'expression de notre pensée. Quand vous demandez conseil à quelqu'un, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que vous allez laisser l'autre penser à votre place, ça veut tout simplement dire que vous avez conscience que vous ne possédez pas toutes les informations, qu'il y a peut-être un angle de vue qui vous échappe, et c'est normal, parce qu'on ne possède pas tous les angles de vue, et les angles de vue, ils sont le fruit de notre vécu personnel, ils sont le fruit de notre expérience, ils sont le fruit de 1001 facteurs qui auront façonné notre manière de penser. Notre manière de penser, elle est façonnée par notre vécu, et lorsqu'on prend conscience de ça, lorsque l'on comprend qu'on ne possède pas la science infuse, que l'on ne possède pas l'omniscience, en ce moment-là, on comprend le rôle absolument indispensable de l'autre dans la construction de notre pensée, et ça c'est sur en quoi croyait Socrate. L'idée qu'on avait besoin de l'autre pour s'élever dans la conscience, pour faire progresser notre pensée. D'ailleurs, je le précise entre parenthèses, il est de bon temps aujourd'hui, de considérer que chacun possède sa propre vérité. Pour Socrate comme pour Platon, ça n'existe pas. On ne possède pas chacun notre propre vérité, parce que, par définition, la vérité, elle est une, et elle est universelle. Donc chacun sa vérité, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas à chacun sa vérité, c'est à chacun sa conception de la vérité. Et ça c'est très différent. C'est très différent parce que ça remet en place la notion de subjectivité de la connaissance. La subjectivité de la connaissance ne veut pas dire que la vérité est personnelle, ça veut dire que chacun possède un regard sur la vérité. Un peu, vous savez que quand vous êtes sur la route, et qu'à un moment donné vous avez un panneau qui vous indique un point de vue, vous pouvez vous arrêter au bord de la route, et profiter d'un point de vue sur le paysage. Et ce point de vue, c'est votre point de vue, et les personnes qui se trouvent de l'autre côté de la colline que vous êtes en train de regarder, ces personnes-là ont un autre point de vue, et c'est la synthèse de tous les points de vue qui, d'une certaine manière, constitue la vérité. La vérité, elle est transsubjective, elle est la synthèse des subjectivités. Elle n'est pas la subjectivité toute seule, la vérité n'est pas notre point de vue. Quand vous regardez un dé, vous ne voyez pas un dé, vous voyez tout au plus 3 faces du dé. Faites l'expérience, regardez un dé, et vous verrez que vous ne voyez que 3 faces du dé. Alors vous savez bien sûr que toutes les faces existent, mais sauf que vous ne pouvez pas tous les voir en même temps. C'est ça le problème de la subjectivité. C'est le problème de la subjectivité qui fait que vous avez besoin d'une autre subjectivité pour vous répondre, et pour compléter votre propre subjectivité. Alors revenons à Socrate et sa pratique de la philosophie à travers le dialogue. Pour Socrate, le rôle du philosophe, ce n'est donc pas de transmettre à son élève un enseignement, un savoir prémâché, un prêt à penser, parce que ça c'est contradictoire avec l'esprit même de la philosophie. Le rôle du philosophe, c'est de poser de bonnes questions, de telle manière que l'élève accède lui-même à la connaissance. La philosophie, c'est l'art d'interroger l'autre, de manière à faire émerger en lui la connaissance. Ce n'est pas d'exposer une vérité toute faite, en laquelle il faudrait avoir la confiance, une confiance aveugle, une confiance uniquement basée sur l'autorité. D'ailleurs, la distinction entre maître et disciple repose précisément sur cette notion d'autorité. Le maître magistère qui a donné cours magistral, c'est celui qui posséderait une autorité qui offrait à quelqu'un de digne de confiance. Le maître, on l'écoute, et on le croit. Pourquoi est-ce qu'on croit? Parce que c'est le maître, parce que son statut lui confère une autorité, et qu'on serait finalement obligé de le croire sur parole. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours chercher à contredire ce que dit le maître, c'est pas ça, mais c'est simplement que, l'idée selon laquelle, il faudrait croire tout ce que dit le maître parce qu'il est le maître, c'est le contraire même de l'esprit de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est d'abord un mouvement interne, c'est un élan intérieur. Je prendrai un exemple. Qu'est-ce qui pousse l'enfant à poser des questions à ses parents, à les assommer de questions sans arrêt? Ce n'est pas parce que son maître à l'école l'a demandé de le faire, c'est parce qu'il est poussé par une force intérieure qui s'appelle la curiosité.
Et la curiosité, c'est une impulsion vers la connaissance. C'est quelque chose qui se trouve, à l'intérieur de nous, et qui est comme une sorte de désir de conquête du monde, par l'esprit. La curiosité, c'est le désir de conquérir le monde par l'esprit. Donc c'est une déclinaison du désir, et on a vu que Pascal se reprochait beaucoup, sa curiosité, parce qu'il était conscient que sa curiosité, n'était rien d'autre que le vêtement de son désir. Et le fait est qu'un enfant n'apprend jamais aussi bien, que lorsqu'il est curieux. La curiosité donne envie d'apprendre, et avoir envie d'apprendre, c'est le meilleur moyen d'apprendre. On n'est jamais aussi efficace dans l'apprentissage, on n'est jamais aussi bon élève, quand on a envie d'apprendre. Lorsqu'on aime ce qu'on étudie, l'étudier n'est pas une contrainte, ça devient un plaisir, et ce plaisir, c'est la traduction de la satisfaction de notre intérêt. Aimer quelque chose, c'est le seul moyen de s'intéresser. Donc tout ça pour dire que, la relation hiérarchique entre le maître et le disciple, Socrate la récuse, Socrate la considère comme étant une imposture, parce que précisément, ce schéma-là, présuppose que la connaissance peut être apportée de l'extérieur, et que en ce moment-là, celui qui apprend n'est qu'un réceptacle passif, n'est qu'un spectateur. Or, l'apprentissage suppose une démarche active, l'élève doit être actif. Socrate n'est pas quelqu'un qu'on écoute, et dont on reçoit la vérité. Socrate est celui qui participe à l'émergence de la vérité en nous. Parce que si on se place dans ce schéma d'autorité, c'est-à-dire qu'on accepte de recevoir l'enseignement de quelqu'un, considéré comme étant l'autorité, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans la connaissance, on est dans la croyance, puisque la croyance c'est précisément le fait d'accepter une information comme étant vraie, sans l'avoir vérifiée par soi-même.